Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Sébastien Côté s'entretient avec notre chroniqueur d'astronomie, François Simard, qui va nous parler des différents cataclysmes cosmiques qui existent dans notre univers. Dans la précédente chronique, on était fini sur une note optimistique, qu'on parlait des comètes, puis qu'on avait peu de chances qu'il y en ait une qui nous tombe sur la tête et nous fasse un gros trou sur la Terre, et qui nous détruise tout en passant. Mais on a décidé de prendre quand même cette balle au bon là et de parler de cataclysme cosmique. Donc, comme je disais aussi tantôt, on parle pas de Galactus avec les Fantastic Four qui s'en vient bientôt au cinéma, mais on se situe dans ce range-là, entre guillemets, où là, on va parler un peu de ça, puis de comment un astronome amateur peut observer des cataclysmes cosmiques. Donc, bonjour François. Oui, donc, salut Sébastien. Les cataclysmes cosmiques. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est le fun de faire référence, dans le fond, à la dernière chronique qui s'était terminée justement par un scénario apocalyptique, là, comme on le voit dans le film Deep Impact ou Greenland qu'on évoquait, où une comète nous fonce droit dessus et vient pratiquement, dans le fond, anéantir la vie sur la Terre. Et là, on est encore dans le thème des cataclysmes, d'événements qui semblent apocalyptiques. Mais dans le fond, le lien que je ferais plus avec notre ancienne chronique, c'est le lien sur l'année 2024 qui, pour des astronomes, était une grande année. Était vraiment une année là fantastique là, qui a commencé avec l'éclipse dont je parlais. On a eu des aurores boréales incroyables. Une comète que là, présentement, on ne sait pas à quel point elle va être brillante, si elle va survivre son périple autour du Soleil, mais si c'est le cas, ça risque d'être un spectacle à couper le souffle dont tout le monde va parler. Mais il y a un autre phénomène aussi qui pourrait se produire, qui est encore un autre phénomène très excitant pour un astronome amateur, c'est l'explosion d'une étoile. Fait que c'est l'explosion d'une étoile qui se produit à tous les 80 ans. Fait qu'on comprend que la dernière chance de l'avoir, c'est là. On sera pas là le prochain coup. Fait que c'est sûr que nous, on est excités, là. On va pouvoir assister à quelque chose de rare. On sait que ça va arriver, et ça, en astronomie, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On parlait des comètes, à quel point c'était imprévisible. Mm-hmm. Mais il n'y a pas juste les comètes qui sont imprévisibles. La plupart des explosions qui peuvent se produire dans l'univers, c'est des explosions qu'on peut pas prévoir, mais celle-là, on peut la prévoir.
Pourquoi? Parce que c'est une explosion qui est justement, comme je te disais, récurrente aux 80 ans. Et là, ça tombe cette année. Fait que les prévisions sont que ça va arriver avant la fin de l'année 2024. Fait que là, présentement, moi, les deux cibles que je regarde beaucoup quand je vais observer, c'est je fais le suivi de la luminosité de la comète dont je parlais à la dernière chronique et je fais le suivi de cette étoile-là pour savoir, pour vérifier si elle a explosé ou non. Mais seulement que pour moi, c'est excitant. Mais monsieur, madame, tout le monde, par exemple... C'est ça. Ils vont voir un petit point apparaître pendant une étoile nouvelle apparaître dans le ciel pendant... Quelques jours, puis... C'est fini. C'est super excitant. Mais quand on dit exploser, cette étoile-là, elle se détruit pas parce qu'elle fait avec 80 ans. C'est juste qu'à je sais pas. Oui, il va y avoir une explosion. Il va faire comme une explosion, ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est le mécanisme. On va rentrer justement dans le détail de l'explosion. Mais c'est ça, c'est que cette étoile-là, c'est particulier parce que justement, elle disparaît pas complètement, ce qui fait en sorte que le mécanisme qui a fait en sorte qu'elle explose, il repart. OK. Fait que c'est ça qui fait que... Puis c'est ça qui est aussi excitant. C'est à cause que là, on le sait que ça va arriver. Donc, on braque nos télescopes dans cette direction-là. Puis c'est qui les premiers qui vont être capables de voir l'explosion quand ça va arriver? C'est un astronome amateur. C'est des. Oui. Fait que moi, j'espère être de ceux-là, tu sais, de les premiers, là, parce que, tu sais, ils prendront pas des télescopes qui coûtent une fortune pour pointer une étoile sans savoir si c'est à soir qu'elle va exploser. Ils vont pointer cette étoile-là une fois que l'explosion va avoir été annoncée. Fait que qui va être les premiers à observer l'explosion de l'étoile? Ça pourrait être moi. C'est ça. Moi, j'ai encore une question plus existentielle. C'est qui le gars qui avait rien à faire, qui a spoté la première fois qu'il y a un petit point qui est apparu dans cette bout-là du ciel? Non, à tous les 80 ans pendant quelques jours. Je sais pas d'où ça part, mais dans le fond, puis ça, ce qui est intéressant, c'est ça montre à quel point les gens, à l'époque, ils étaient vraiment très rigoureux à tenir leur catalogue du ciel. Ben oui. Pour repérer qu'il y avait une nouvelle étoile qui était apparue, et c'est là qu'est venu le nom de Nova. Fait que l'étoile qui va sauter, qui va exploser, on appelle ça une Nova. Okay. Et Nova vient, puis d'ailleurs dans l'étymologie, c'est Nova, il y avait Nova Stella, je pense. C'est une nouvelle étoile. Nouvelle étoile. Fait que c'est vraiment ça. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, ce qui va se passer là, prochainement, là, c'est juste que dans la constellation de la couronne boréale, il va y avoir un point de plus. Fait que, mais pour nous autres, la soirée, moi, là, le soir, là, si elle a explosé, puis j'ai pas enregistré l'explosion, mais j'arrive le soir, puis je me lève la tête, puis je vois un point de plus, là, moi, je vais danser, là. Je vais dire, wow, ça se passe. J'ai pas pogné le début, mais j'ai réussi. Ça se passe là. Je vais l'observer, puis je vais faire des observations. Je vais enregistrer tout ça. Je vais envoyer ça aux scientifiques là, pour étudier la suite du phénomène. Là. J'ai pas été d'un premier, mais je vais contribuer à l'étude du phénomène. Fait que, donc, de voir qu'il y a quelque chose de vraiment unique comme ça qui va se passer cette année, là, ça a inspiré naturellement la chronique là sur les cataclysmes cosmiques. Puis quand on dit cataclysme cosmique, là, il faut comprendre, c'est une appellation, dans le fond, que les gens risquent de pas retrouver tant que ça là, sur Internet. Dans le fond, les seuls que je sais qui utilisent le terme cataclysme cosmique, cette désignation-là, pour les types d'événements dont je vais parler, c'est le réseau des observations d'unistellaires, là, dans le fond, c'est un réseau d'astronomes amateurs qui utilisent un type de télescope électronique. Puis les chercheurs qui nous organisent un peu, qui nous proposent des cibles d'observation, puis qui recueillent nos données, ils ont regroupé les explosions qui se passent dans l'univers sous l'appellation de cataclysme cosmique. Mais je trouve que le terme va bien dans le fond, parce que c'est des événements, là, quand je parle d'explosion, le mot est fait même à quelque part, parce que c'est des explosions d'une énergie, là, mais inouïe, là. Quand on regarde le ciel au-dessus de notre tête, là, on a l'impression que c'est calme, à la limite. Plate. Ouais. À la limite, c'est...
Ça change pas. C'est quand tout le monde se base. C'est comme on dit, il y a eu de l'observation dans le passé. C'est probablement pour ça, parce que toute la navigation, l'heure, l'adaptation de l'heure, ça se faisait par des observations astronomiques. Puis donc, le monde connaissait la carte du ciel par cœur. C'est peut-être pour ça qu'il y en a un qui a levé la tête et a dit « Hey, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » Mais bon. Mais c'est justement le but qui faisait des observations, qui utilisait ça pour faire l'heure, la navigation, puis tout, c'est parce que ça bouge pas. C'était tout le temps pareil. C'est ça. Fait qu'à quelque part, c'est quasiment ça, hein? C'est plate, il se passe rien. Mais ça, c'est à cause qu'on voit pas tout ce qui se passe. Mais il s'en passe des affaires dans le ciel. Et ces cataclysmes-là, ces explosions-là, c'est pas des petites affaires. Ça secoue l'univers, puis ça a des effets à des échelles incroyables, mais c'est seulement que c'est tellement loin, tout partout, qu'arriver ici sur Terre, puis même dans ce qu'on peut observer, nous autres, on voit pas grand-chose. Non. Une fois de temps en temps, on voit de quoi? On voit un point de plus. Ben justement, je pensais, je suis pas sûr que tu as la réponse, là, mais ça, c'est le scientifique qui embarque, là. Ouais. C'est, là, on va voir l'explosion. Tu sais, on va faire le petit point va allumer de plus dans le ciel. La petite lumière, la lumière du sapin de Noël, il y en a une qui va s'allumer. Exact. Ça s'est passé il y a combien de temps? Ben, ça dépend à quelle distance c'est ça. Je sais pas si celle-là, on a une idée, là, mais c'est par rapport, c'est ça. Elle vient de s'allumer dans le ciel pour nous. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 100 ans qu'elle s'est arrivée. Tu sais, c'est une machine à voyager dans le temps, le ciel, exact. Comme on a déjà dit, là. Puis, c'est une pensée scientifique qui m'est arrivée, puis ça donne une idée un peu de la distance, là, c'est. Exact. Tu sais, dans le fond, c'est que nous autres, c'est comme il y a une série qui est possible de voir qui s'appelle Cosmos. Et il y a une série qui existait avant, qui a été très populaire, qui s'appelait Cosmos et qui a été refaite. Et une des choses qui était dite dans cette série-là, c'est un ciel plein de fantômes. Puis l'idée de ça, c'était exactement ce que tu dis là, c'est que tout ce qu'on voit, c'est des étoiles qui sont plus tout à fait là, parce qu'on voit le passé. C'est ça. Fait que puis là, ça dépend à quelle distance ils sont. Comme par exemple, l'étoile. Qu'on attend l'explosion, fait que est à 3000 années-lumière environ de nous. Fait que donc l'explosion s'est passée il y a 3000 ans. Voilà. Fait que au moment où on se parle, c'est clair que c'est arrivé déjà. Ah, c'est arrivé, ça fait longtemps, mais on le constate. Oui, on le constatera pas, nous, encore. Non, mais c'est ça. Il y a 3000 ans, cette explosion. C'est explosé, puis on va le voir dans pas longtemps, quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est fascinant, rien que d'y penser. Ben, c'est ça. C'est rien que d'y penser, tu dis, je viens de voir quelqu'un qui vient d'allumer une lumière, en guillemets, là, mais il y a 3000 ans. Ouais. Mais je le vois là. C'est comme... Puis, c'est ça que quand moi je vois un point de plus dans le ciel, pourquoi je dis moi je vais danser, je vais être excité, mais c'est parce que c'est tout ça qui se passe en même temps dans ma tête, tu sais. Je sais ce qui se passe, je sais que là si on reçoit une lumière qui a voyagé 3000 ans de temps à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière, ça y a pris 3000 ans pour se rendre à nous, pour nous envoyer, mais en guillemets, c'est très poétique, avec Tarnouche. Vous nous envoyez un message. Oui, exactement. Non, mais c'est ça. C'est ce qui fait que c'est excitant, tu sais, pour nous, là, tu sais. Puis on sait que c'est un événement. On parle d'un événement, là, ça, une nova, là. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est le terme pour cette étoile-là, hein. C'est la nova TCRB. Fait que, puis ça vient justement de Nova Stella, qui est une nouvelle étoile. Ouais. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est une nouvelle étoile qui apparaît dans le ciel nocturne. Fait que, ben, on parle d'une explosion qui libère en quelques heures, OK? Au moment où elle explose, là, en quelques heures, autant d'énergie que notre Soleil en plusieurs années. Fait que notre Soleil, là, il en libère d'énergie. Il réchauffe la Terre à une distance assez incroyable déjà. Là, voilà. Il est loin, puis on ressent sa chaleur ici. Hey, il faut-tu que ça en soit de l'énergie là, pour que quelque chose aussi loin que ça
je sente la chaleur sur ma peau. Oui. Il faut qu'il y ait l'énergie. Fait que on prend cette énergie-là, on l'additionne sur plusieurs années, et l'explosion de la nova qu'on essaye d'observer, c'est seulement toute cette énergie-là, là, sur plusieurs années, là, accumulée, là, ça prend juste quelques heures. Fait qu'on s'entend-tu que ça en fait de l'énergie, ça, comme explosion? Fait que. Un méchant barbecue. D'où l'appellation cataclysme. Oui. C'est cataclysmique, là. C'est, tu sais, comme explosion, là. C'est vraiment, là, on parle des quantités d'énergie phénoménales. Et là, ce qui se passe, justement, dans la mécanique de ça, c'est qu'on a 2 étoiles pour faire une nova. Fait que, on a une étoile, puis là, je rentrerai pas dans tous les détails de la mécanique de la patente, puis comment ça en arrive là, mais essentiellement, là, avant l'explosion, tu as une étoile qui est à un stade avant la fin de sa vie. À la fin de sa vie, je pense que j'en avais parlé un peu dans une chronique, mais ça fait longtemps qu'une étoile devient une géante rouge. Mm-hmm. Fait que notre Soleil va devenir une géante rouge. Fait que à la fin de sa vie, là, notre étoile, elle va se gonfler. Hein, le Soleil va se gonfler. Et puis je pense que notre Soleil est prévu pour se gonfler tellement gros qu'il va dépasser le diamètre du Soleil va dépasser l'orbite de Mars, je pense. C'est quelque chose de même. Il va devenir très, très gros. Fait que, et il va changer de coloration, il va être rouge. Fait que, et là, ça, c'est les étoiles qu'on appelle géantes rouges qui sont vers la fin de leur vie. Et il y a une autre étoile qui tourne aussi, les 2 étoiles tournent alentour. Et cette étoile-là, c'est une étoile qui est rendue à un stade naine blanche. Fait qu'il y a une étoile qui est une géante rouge. Une fois qu'elle expulse tout son matériel, il va en rester un peu vers le centre, qui va se regrouper ensemble, qui va faire un petit noyau très dense puis lumineux qu'on va appeler une naine blanche. Fait que c'est tout petit, très compact, très massif, très lumineux. Il appelle ça une naine blanche. Fait que ces 2 étoiles, c'est un système binaire qui tourne un alentour de l'autre. Il y en a une qui est une géante rouge et il y en a une qui est une naine blanche, qui est tellement près, la naine blanche, qui est tellement près de la géante rouge, à quelque part, elle est comme en contact avec la géante rouge, puis elle vient y ramasser son matériel qui s'échappe. Elle, par gravité, elle ramasse ce matériel-là. Le matériel qui va aller par gravité, qui va aller se compacter sur la naine blanche. Et selon la vitesse à laquelle ça se compacte, ce qui peut arriver, puis c'est le cas dans une nova, c'est qu'à un moment donné, il y a assez d'hydrogène pour commencer la fusion thermonucléaire. Et là, l'étoile, la naine blanche, s'embrase. Ça crée l'explosion. Mais il n'y a pas tant de matériel que ça. Fait que ça dure quelques jours. Puis l'explosion n'a pas été assez puissante pour détruire la naine blanche. Donc, on se retrouve avec encore la naine blanche et encore la géante rouge. Et on recommence. Les systèmes recommencent. C'est comme un mouvement perpétuel cosmique. Oui, seulement que ça va finir par arrêter à un moment donné, hein, mais ils vont être bons pour quelques fois. Là. Puis là, je sais pas combien de cycles ça pourrait faire. Là, j'ai pas d'idée de ces détails-là. Là. Mais c'est ça qui explique que ça soit cyclique comme ça. Hein, c'est l'accumulation, ça se comprime sur la gravité, la pression en température augmente, l'hydrogène s'embrase, la fusion thermonucléaire s'amorce d'un coup, bang, tout cet hydrogène-là est brûlé d'un coup comme une bombe. Ça, c'est l'explosion. T'as l'éjection de la matière. Fait que toute cette matière-là qui a explosé va être éjectée. Ça va faire un gros éclat de lumière. Puis après ça, on se retrouve avec, comme au début, avec la naine blanche et avec la géante rouge. Puis, dans le cas de TCRB, on est bon pour 80 ans. Avant que ça recommence. Avant que ça recommence. Et c'est ce qu'on appelle, dans le fond, c'est ça qu'on appelle des novas, qui sont récurrentes. Fait que, ce qui est important ici, c'est ça, c'est que l'explosion est pas assez puissante pour détruire la naine blanche. Mais elle pourrait l'être. Parce que si on prend le même système, puis si le rythme à laquelle la naine blanche absorbe le matériel, si le rythme est différent,
il pourrait arriver qu'elle accumule assez de matériel que, finalement, quand elle va exploser, la bombe, je veux parler ici, là, elle va s'autodétruire. Va être tellement importante que l'explosion va être tellement importante qu'elle va faire exploser la naine blanche. La naine blanche survivra pas à l'explosion. Et là, c'est ce qu'on appelle une supernova. OK. Fait que il y a deux types de supernova. Ça, c'est un type de supernova. Fait que où il y a encore 2 étoiles, et là, c'est vraiment l'explosion, mais qui est beaucoup plus gros que ce qu'on a dit, parce que là, on parlait tout à l'heure, là, en quelques heures, ce que le Soleil fait en plusieurs années. Là, des supernovas, là, on pourrait dire que ça va dégager, mettons, une centaine de fois ce que le Soleil pourrait produire dans tout son cycle de vie. Oh! On parle pas de la même affaire, là. On vient de changer d'échelle, là. Oui, c'est ça. Est-ce que la fameuse Betelgeuse est dans cette catégorie, là? Non, la Betelgeuse, elle est à une phase géante rouge. Géante rouge, OK. Fait que ça va exploser, mais elle va juste comme libérer toute sa matière, okay. Puis elle va devenir une naine blanche. Parce que ça aussi, on en parle beaucoup de Betelgeuse. Ouais, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va se faire. Ouais, là, tout, ouais. Les hypothèses, là, j'ai vu des hypothèses un peu pas contradictoires, mais différentes hypothèses circuler par rapport à Betelgeuse. Ouais, là, je suppose qu'ils sont rendus là, dernièrement, là. Mais oui, on la surveille, celle-là, parce que justement, c'est une étoile qui est en fin de vie. Fait qu'on sait pas là qu'est-ce qui va se produire. Il y a une baisse de luminosité, ça fait pas trop longtemps, ça fait 2 ans, 3. Ouais, 2, ouais. Quelque chose de même, là. Fait que ben ça, c'est ça, hein, qu'on observe, nous autres. Fait que l'étoile, elle va être dans le ciel, mais nous autres, quand on observe, on voit des baisses de luminosité, tout ça, puis là, on sait qu'il se passe des affaires, là. Mais on sait pas trop quoi, là. Ben, on sait pas quoi, là. Fait que là, c'est sûr, on les étudie. Nous, on envoie nos observations aux chercheurs. Les chercheurs font des hypothèses et tout ça. Et c'est comme ça qu'on sait, entre autres aussi, que il y a une nova qui va arriver. Les novas, ça, on parle en passant de... tu sais, quand on parlait que le ciel est calme, là, mais on peut penser qu'il va y avoir genre 30 à 60 novas par année là, dans notre galaxie. Fait que, vous savez, c'est des grosses explosions, hein, on disait. Oui. Là. Il y en a, c'est quand même assez régulier. Fait que c'est ça, on le voit pas, là. Tu sais, ça fait des points, puis des fois, c'est même des points qu'on voit pas à l'œil nu, tu sais, qu'on va voir au télescope, mais pas à l'œil nu. Fait que c'est pour ça, là, tu sais, c'est des grosses explosions, mais heureusement très, très loin, ce qui fait que ça passe un peu inaperçu. Même chose pour les supernovas. Fait que là, on parlait d'une supernova où on prenait le système binaire, mais que là, ce coup-là, l'explosion était tellement puissante qu'elle détruisait la naine blanche. Fait que ça, c'est un premier type de supernova. Fait qu'une naine blanche, qu'on pourrait dire, qui est vraiment gourmande, qui va accumuler beaucoup de matière, puis qui va faire en sorte d'avoir une explosion mais beaucoup plus puissante, là, elle survivra pas. Fait que ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est une étoile qui est vraiment très, très, très massive. Fait qu'il y a une étoile qui est très, très, très massive en fin de vie. Puis là, ça, je pense que j'en avais pas parlé, ou j'en ai peut-être parlé, là, quand on a parlé des étoiles, tout ça, de la vie des étoiles. Mais des étoiles très, très, très massives qui dégagent beaucoup d'énergie, c'est des étoiles qui brûlent rapidement. Fait que plus les étoiles sont massives, plus ils vont consumer leur hydrogène, leur hélium, tout ça, rapidement. Et quand ils vont s'effondrer, ça va créer là, une explosion là, extrêmement puissante. On parle là, des étoiles massives, là, c'est au-dessus de 8 fois la masse de notre Soleil. Là. Oui, OK. Fait que c'est vraiment des étoiles, puis vraiment des étoiles dans l'univers très, 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 très massives. Là. Puis là, ce qui va arriver, tu sais, pour faire une espèce d'histoire courte là, avec tout ça, là, je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est que par réaction thermonucléaire,
Ben toi, t'es chimiste, t'es au courant de tout ça. Fait que l'hydrogène va devenir de l'hélium. Bon, l'hélium va passer après ça, je pense, c'est c'est l'azote. En tout cas, bref, il va avoir c'est de l'hélium au carbone, je pense. Le carbone, après ça, on va aller au néon, à l'oxygène, le silicone. Fait que tu sais, chaque réaction nucléaire va faire apparaître d'autres composés plus lourds. Fait que, et chaque fois, pour une étoile massive, là, à chaque étape qu'on va passer, ça va se passer plus vite. Fait que, ça, là, c'est ce qui est fascinant de penser, c'est que ces immenses étoiles-là, là, c'est comme des alchimistes du ciel. Là. Oui. Ça transforme l'hydrogène en des éléments beaucoup plus lourds. Fait que, ça va le faire à un moment donné de plus en plus vite. Tu sais, mettons qu'on prend une étoile, là, je me suis pris quelques notes, là, pour donner un aperçu, là. Si on prend une étoile qui est, disons, 20 fois la masse du Soleil. Ouais. Fait que là, elle commence, elle brûle son hydrogène pour en faire de l'hélium. Puis là, celle-là, je me l'ai pas mis combien de temps ça y prendrait. Mais quand il est rendu qu'elle a brûlé tout son hydrogène, puis il reste de l'hélium, pour épuiser ses réserves d'hélium, pour tout brûler son hélium, ça va y prendre 1 million d'années. OK. Donc, quand on part de là, maintenant, elle va être rendue avec du carbone. Quand elle a tout épuisé son hélium, elle va brûler son carbone. Bon. Combien de temps tu penses que ça prend à une étoile à brûler son carbone? Une étoile qui, au départ, était 20 fois la masse du Soleil. Un guess, là, je te dirais que moi, j'ai l'impression que ça va durer moins longtemps, son carbone. Oui. Ah, oui. Pas mal, là, parce que là, tu fais 10 fois moins. Ouais, ben, écoute, c'est encore moins que ça, c'est 1000 ans. 1000 ans? Hey boy. OK. Ça brûle pas bien du charbon, du carbone, du charbon, ça brûle pas bien. Ouais. Puis là, quand ça va avoir épuisé le carbone, là il va être à brûler son... voyons, c'est quoi qui brûle là, après ça? C'est pas l'azote, c'est son néon. OK. Fait que... Et là, combien ça va y prendre de temps? 2-3 ans, là. T'es proche. Un an. OK. Après ça, il va passer à brûler son oxygène. Ça va prendre combien de temps? Ah, ça sera pas long, une coupole d'heure, je pense. Ah non, c'est plus que ça, c'est des mois. C'est des mois. Ah, OK, c'est bon. C'est la quantité qui fait ça. Ouais. Donc, après ça, il est rendu au silicone. Je ferais pas une joke là-dessus. Je dirais pas que le silicone est inflammable, mais c'est correct. Une journée. Une journée. Il passe à travers tout le silicone, là, les réactions thermonucléaires avec qui impliquent le silicone, tout ça en une journée. Puis après ça, quand on va arriver vers le fer, et là, en une fraction de seconde, le destin de l'étoile est scellé parce que le fer va absorber plus, les réactions qui vont former le fer vont absorber plus d'énergie qu'ils vont en donner. OK. Fait que donc, qu'est-ce qui va arriver? L'étoile va s'effondrer d'un coup. Et il va y avoir, c'est la mécanique de tout ça dans le détail. Aussi la physique. C'est pas la peine d'en parler de la physique nucléaire, tout ça. On va passer go, là. Mais il va y avoir une espèce d'effet rebond, là, puis boum, ça va exploser cette affaire-là. Et tous les composés plus lourds, comme ça, tous les éléments plus lourds, vont être propulsés partout dans l'univers. Fait que c'est là qu'on voit que, tu sais, on parlait tu sais, quand tu parlais de messages, tu dis, c'est pas éthique, tout ça. Mais tu sais, des fois qu'on dit, on n'est que poussière d'étoiles, c'est littéralement vrai. Ben oui, c'est ça, parce que les gros éléments, les plus lourds, ça fait la même, c'est parti, ça va de là. Oui. C'est que tout notre corps, tout ce qu'on a, le fer dans notre sang, il vient d'où? Il vient d'une supernova. Oui. C'est comme dans la même manière quand on parlait des comètes, la dernière chose, j'avais lu que justement, les comètes, ils avaient trouvé des traces de glycérol. Glycérol étant une molécule chimique de base de la vie. Donc, ça pourrait être effectivement les comètes qui ont semé, entre guillemets, la vie
dans l'univers, sur la Terre ou ailleurs sur la Terre. Tu sais, regarde, c'est fascinant de voir tout cet ouvrage-là, tout ce Big Bang, on pourrait dire à petite échelle. On n'est pas au Big Bang qui a créé l'univers, là, mais au Big Bang tout petit, que là, ça peut semer des affaires un petit peu partout. Oui, puis c'est pour ça que, quand on voit ça, nous sommes poussière d'étoiles, là, c'est pas de la poésie en l'air. Oui. Parce que tout ça vient de là. Parce que dans l'explosion, là, on parlait que ça allait jusqu'au fer, mais dans l'explosion de la supernova, c'est tellement énergétique qu'il y a d'autres éléments qui vont être créés. Il y a de l'or, du platine, de l'uranium même qui va être formé, là. Parce que toutes les particules de matière vont s'entrechoquer à des vitesses incroyables, là. On pense à une étoile, là, immense, là. Puis dans le temps de le dire, là, ça va se contracter en une fraction de seconde. La matière va se précipiter vers le centre de l'étoile à des vitesses proches de celles de la lumière, là. C'est tellement fou de penser à ça que quelque chose d'aussi gros, en un instant, va exploser, va se contracter puis va exploser. Pour nous autres, notre esprit humain peut pas se représenter des événements aussi violents, aussi énergétiques, aussi gros que ça, là. C'est démesuré, mais complètement. Puis une chance qu'on n'est pas à côté de ça. Ben non, c'est ça, là. Regarde, heureusement que c'est pas notre voisin, là. Non, parce que si ça arrivait à côté de nous autres, ben, on s'entend qu'il resterait plus grand-chose. Heureusement, il n'y a pas d'étoile qui va virer supernova dans notre voisinage cosmique. Fait qu'il y a encore, comme avec les comètes, ben on peut dire on peut avoir aussi cette petite pensée-là rassurante, comme quoi que tout alentour, il y a pas d'étoile qui pourrait devenir une supernova puis qui pourrait avoir des impacts là, vraiment catastrophiques sur Terre, parce qu'on s'entend, ce serait vraiment catastrophique, là, même si elle était pas collée sur nous autres, là. La puissance de cette explosion-là, si elle était dans notre voisinage, là, on aurait ici des méchantes conséquences, là. On y passera au cash. Oui, mais c'est pas l'explosion, le cataclysme cosmique le plus puissant encore qu'on pourrait observer. Le phénomène qu'on observe le plus puissant, c'est ce qu'on appelle des sursauts gamma. Et ça, c'est vraiment l'exemple, le phénomène le plus extrême du trio. C'est au-dessus de la nova, au-dessus de la supernova. C'est un flash de lumière là, d'une puissance là, qui s'est vue quasiment à travers tout l'univers observable. Oh! C'est d'une puissance là inouïe. C'est l'explosion la plus violente qu'on peut imaginer après le Big Bang. Moi, j'avais vu quelqu'un qui disait, c'est l'ultime feu d'artifice cosmique. il y a raison, tu sais, quand on a observé ça, c'était vraiment incroyable de constater ça. D'ailleurs, on les a découverts par hasard. On cherchait finalement à voir si les Russes, on voulait surveiller les Russes parce qu'il y avait eu des ententes pour pas faire d'essais nucléaires, tout ça. Fait que là, on voulait vérifier s'il y avait pas justement des traces, des signatures d'explosion nucléaire. C'est ça. Et là, finalement, on a vu qu'il y a eu il y avait de l'énergie qui arrivait des rayons gamma qui nous venaient des rayons d'une puissance assez phénoménale qu'on détectait, mais ça venait pas de la Terre. Et ça venait de l'espace. Fait que là, on cherchait à comprendre c'était quoi, parce que là, de l'ordre de l'énergie là qu'on parle là, on dit en quelques secondes. Okay. Fait que là, on est rendu en secondes. En quelques secondes, un sursaut gamma, ça va libérer autant d'énergie que notre Soleil en 10 milliards d'années. Ouch! C'est en secondes. Fait que toute cette énergie-là va être concentrée. 10 milliards d'années d'énergie de notre Soleil
qui va être dans une fraction de seconde. Toute l'énergie que le Soleil pourrait produire dans sa vie tout entière dans un seul flash concentré. Ça, faut pas avoir ça dans notre voisinage. Non. Ça pourrait être vraiment dangereux, là. Fait que, et, dans le fond, c'est les naissances qu'on est en train d'observer, c'est des naissances de trous noirs. OK. Fait que, ouais. Fait que c'est les événements, puis les trous noirs, bon, on le sait, là, c'est une étoile supermassive qui s'effondre. Fait que c'est des événements hyper énergétiques. Hein, c'est des masses, c'est une étoile qui est super grosse, qui a une gravité immense. Fait que c'est dans les choses les plus inimaginables, les plus disproportionnées. Fait que c'est pas étonnant de voir que finalement, ces sursauts gamma-là viennent d'objets aussi extrêmes que ceux-là. Puis il y a même des sursauts qui sont courts, qui durent moins de 2 secondes, puis il y a des sursauts même qui sont plus longs, qui sont comme de plus que 2 secondes, et ça viendrait d'effondrement d'étoiles supermassives. Ils les appellent, eux autres, les hypernovas. Fait que c'est des puissances, là, comme je disais, les cataclysmes, le mot, il est pas trop fort, il est faible. Fait que, puis, c'est vraiment ça. Quand on dit qu'on pourrait le voir, ben, à travers tout l'univers visible, là, ben, oui, c'est encore là, oui. Autant d'énergie que ça, concentré dans un petit faisceau. C'est comme une espèce de phare cosmique, là, géant. Et si ça nous pointerait directement dessus, là, on aurait un problème. Encore là, on peut dormir sur nos 2 oreilles. Il y a beaucoup de degrés dans 360 et de fractions de degrés de phénomène, donc on devrait être safe pendant un bout, là. Parce que nous, tu sais, s'il y avait une planète proche, là, c'est sûr que on pense à plein de catastrophes possibles. Mais nous, on pourrait avoir eu il y a une hypothèse qui existe qu'on pourrait avoir eu un impact à un moment donné sur la Terre d'un sursaut gamma qui était quand même assez loin, mais qui aurait été assez proche et assez dirigé vers nous pour créer quelque chose. Là. Ça reste comme hypothétique, là, mais c'est l'hypothèse, là je l'ai noté parce que ça c'est dur à retenir, là, de l'ordovicien silurien. OK. Fait que là, 450 millions d'années. Fait qu'il y a eu une extinction massive sur la Terre à cette époque-là, de 450 millions d'années. Puis, il y a des gens qui font l'hypothèse que ce qui aurait pu déclencher, favoriser ou contribuer à, c'est qu'il y aurait eu un sursaut gamma dans un voisinage. Mais on s'entend, là, ça veut dire un très loin voisinage, là, parce que plus il est proche, pire ça aurait été. Fait que dans un voisinage de la Terre, on aurait eu les effets de ça. Mais c'est aussi très rare, hein. Tu sais, comme mettons dans une galaxie là, on peut penser, tu sais, on estime à 1 toutes les 100 000 millions d'années là. Tu sais, c'est vraiment rare ce genre de phénomène là. Tu sais, mais si on regarde dans l'ensemble de l'univers, ben là c'est plus fréquent évidemment là, parce que là on parle qu'on voit ça à travers tout l'univers visible. Fait que donc c'est gros là. Ben oui. Fait qu'on peut dire, il y en a à peu près 1 par jour, mettons. T'sais. D'ailleurs, je viens de voir une alerte pas longtemps avant qu'on commence à enregistrer la chronique, justement de mon réseau d'observateurs qui disait, là, dépêchez-vous, allez observer, on vient d'en avoir un. On essaie de collecter des données, fait que puis ça dure pas longtemps. Hein, fait que là, nous, ce qu'ils nous demandent d'avoir, fait que ça dure juste quelques secondes, c'est comme tout de suite après. Il y a comme là j'ai le mot anglais, là, un afterglow qu'ils appellent. Là. C'est comme si il y a un résiduel. Ouais, c'est ça, une lumière résiduelle. Lumière résiduelle, ouais, on pourrait appeler ça de même. Là. Ouais. Puis on serait capable d'attraper ça. Là. Fait que, mais là, le détail de de cette lumière résiduelle-là, je la connais pas. Puis j'ai jamais réussi à en capter, là, parce que c'est vraiment ça dure vraiment pas longtemps, hein, c'est ce qu'on dit. Fait que faut que tu sois là,
puis il faut que tu orientes ton télescope à bonne place, puis tu sois pas en train de regarder d'autres choses, tu sais. Parce que tu regardes d'autres choses, le télescope, puis le petit moteur, là, ça tourne pas vite, là. Fait que, tu sais, tant que le télescope se tourne, même si tu l'enclenches tout de suite, ça se peut que quand le télescope soit rendu à bonne place, tu sais, c'est un peu comme gagner la loterie cosmique, là, de voir les... Ouais, c'est ça. J'étais au bon moment à la bonne place pour le voir. C'est contrairement aux comètes, comme on disait, justement, vous avez le temps de l'avoir, là, mais il y a des événements de même que faut que tu sois là pour le voir. Fait que, oui. Mais c'est même, s'il y a des gens qui veulent même, tu sais, comme contribuer à l'aventure scientifique, tout ça, même s'ils n'ont pas d'instruments, ben ils peuvent à travers Internet. Hein. Il y a même un projet qui appelle Zooniverse, tu sais, Z-O-O, Universe. Mm-hmm. Puis il y a un programme qui appelle les Supernova Hunters. Oh! Fait que ça vous permet de chercher des nouvelles supernovas dans le confort de votre foyer. Fait que c'est un peu, tu sais, comme un jeu vidéo, si tu veux. Oui. Mais là, par exemple, c'est des données réelles. Là. OK. Tu sais, c'est pas un jeu tout créé de toutes pièces. Hein. C'est dans le fond, ça aide véritablement les scientifiques à les détecter parce que on ne sait pas, tu sais, comme autant les supernovas que les sursauts gamma, on ne sait pas quand ça arrive. Hein. C'est vraiment fait que donc c'est pour ça, c'est qu'il faut avoir comme plein de tu sais, l'image, ça serait comme une espèce d'armée de détectives qui scrutent le ciel. Puis ils disent « Oh, je viens d'avoir une! » Fait que donc, plus on a d'astronomes amateurs qui jouent les détectives, ben plus il y a d'yeux, plus on va en capter, fait que plus les scientifiques vont être heureux de ça. Fait que ça montre hein, comment que l'apport des astronomes amateurs qui ont du plaisir juste à observer le ciel, à faire de l'astronomie, ben comment l'apport est important pour l'avancement des connaissances. C'est des connaissances du milieu professionnel dans le domaine. Mais c'est ça qui est le fun, je te dirais, on parle souvent du socio-financement puis tout, mais tout ce qu'on peut dire le socio-science ou c'est super intéressant, puis ça permet aux amateurs, de contribuer à la science, puis ça permet d'intéresser les amateurs à quelque chose de plus pratique, je te dirais, que juste observer de faire pour le fun. Ben là, tu les fais pour le fun, mais en même temps, tu contribues à quelque chose, à faire avancer le domaine et tout. Donc, c'est quand même intéressant, ça. Mm-hmm. Bon, merci beaucoup sur les cataclysmes cosmiques. Donc, une autre affaire qu'il va falloir checker en regardant le ciel, puis se cacher la tête pour pas que, comme les Gaulois disaient, le ciel nous tombe sur la tête. Ouais, le ciel nous tombe sur la tête, là, ça ressemble un petit peu à ça. Là, c'est plus les rayons cosmiques puis la lumière. Oui. Donc, un gros merci, François, pour cette belle chronique. De rien. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.